Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors, Hervé et moi avons pour objectif de vous présenter en une vingtaine de minutes et de la façon la plus simple possible les avantages et les principales caractéristiques des accords d'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Nous avons voulu cibler ce type d'entreprise et le webinaire car elles sont en 2019 encore très peu équipées et pourtant, comme vous allez le découvrir, elles sont dans le cœur de cible à tout point de vue. Nous traiterons donc toutes vos questions qui vont venir au fil de l'eau et au fil de ce webinaire. En fin de slide, en fin de webinaire, nous essayerons de traiter un maximum d'informations et de questions que vous pouvez poser. Alors tout d'abord, deux informations importantes pour susciter votre intérêt donc pour l'intéressement et vous donner envie de suivre ce webinaire. En effet Nathalie, tout d'abord la première information c'est le taux d'équipement des TPE qui est très faible puisque à peine 17% des entreprises de moins de 50 salariés sont équipées d'au moins un des mécanismes d'épargne salariale. Et pire encore pour les boîtes de moins de 10 salariés, celles-ci sont à peine 2,5% d'entre elles à être équipées d'un accord d'intéressement. Donc là-dessus, on a vraiment tout à faire sur ce marché et c'est souvent d'ailleurs par manque d'informations qu'elles ne sont pas équipées. Deuxième information importante aussi, le montant moyen versé par ces entreprises de moins de 10 salariés sous forme d'intéressement est beaucoup plus important que celui des entreprises de plus de 10 salariés. Donc en fait, les entreprises de moins de 10 salariés sont vraiment une cible importante et intéressante pour cette activité-là. Donc nous allons vous quitter quelques instants, le temps de défiler les slides et on se retrouve tout de suite après. Alors, Hervé, est-ce que tu peux nous présenter justement la plateforme RS ? Alors oui, Nathalie, RS est une société de conseil et de gestion spécialisée en épargne salariale, retraite collective et individuelle et en actionnariat salarié. Depuis plus de 10 ans, nous sommes au service des entreprises pour faire grandir le partage du profit et avons aidé à la mise en place de plus de 3000 accords d'entreprise, intéressement ou participation, ce qui nous rend très légitimes pour parler d'intéressement avec vous aujourd'hui. Alors en effet, RS accompagne les entreprises. Peux-tu nous dire, Hervé, dans quel type d'entreprise s'agit-il ? Alors, RS compte à peu près 15 000 entreprises clientes de toute taille et de tout secteur et plus de 160 000 salariés bénéficiaires. Nous équipons aussi bien le pharmacien qui est au bout de la rue qu'une entreprise du CAC 40. RS gère aujourd'hui un peu plus de 2,3 milliards d'encours en épargne salariale et retraite, ce qui nous place en 9e position sur ce marché. Nathalie, peux-tu préciser le sommaire de ce webinaire, s'il te plaît ? Alors, ce webinaire va se dérouler en 6 étapes. La première étape va consister à vous expliquer qu'est-ce que l'intéressement. La deuxième étape, quels sont les avantages justement des accords d'intéressement et des primes d'intéressement. Troisième étape, donc pourquoi parler d'intéressement dans une entreprise de moins de 50 salariés? Pourquoi nous avons privilégié cette cible-là? Comment mettre en place un accord d'intéressement? Donc là, les caractéristiques techniques de la mise en place. Comment faire vivre cet accord d'intéressement? Et enfin, une illustration avec un cas pratique que nous étudierons donc à la fin de ces slides. L'intéressement est un dispositif donc associant qui s'adresse à toutes les entreprises et un seul salarié va suffire pour mettre en place un accord d'intéressement. L'intéressement est un dispositif d'association à la performance de l'entreprise. C'est un complément de rémunération qui est facultatif et aléatoire, qui permet de verser des primes collectives en contrepartie de l'atteinte d'objectifs définis dans l'accord. Ces objectifs, comme on va le voir sur les slides suivants, ces objectifs peuvent être basés sur des critères comptables, mais également sur des critères métiers. Ceux-ci doivent être mesurables, objectifs et aléatoires. Alors, l'intéressement bénéficie d'un cadre fiscal et social exceptionnel pour les salariés, mais aussi pour le chef d'entreprise qui en est également bénéficiaire. Hervé, justement, peux-tu nous présenter ce cadre ? Oui, tout à fait. L'intéressement bénéficie d'un cadre social et fiscal tout à fait exceptionnel, puisque cette prime d'intéressement est exonérée de charges sociales pour l'entreprise, ainsi que pour les bénéficiaires,
en dehors des incontournables prélèvements sociaux, CSG, CRDS, au taux de 9,7% en 2019, à la charge du bénéficiaire. La prime globale d'intéressement est aussi déductible du résultat de l'entreprise. Et enfin, au moment du versement de la prime par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut choisir de la percevoir en cash directement ou de l'épargner dans un plan d'épargne. Et dans ce cas, elle sera exonérée d'impôt sur le revenu. Alors, la bonne nouvelle depuis le 1er janvier 2019, la suppression du forfait social, vous avez dû en entendre parler, rend la fiscalité de ce dispositif encore plus avantageuse. En effet, plus de forfait social sur toutes les primes d'intéressement versées depuis le 1er janvier pour les entreprises jusqu'à 250 salariés. Cette bonne nouvelle concerne toutes les entreprises, même les plus vertueuses, qui étaient déjà couvertes par un accord, à partir du moment où la prime est versée après le 1er janvier 2019. Cette mesure a également été élargie aux primes d'abondement et de participation, mais pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, nous voyons ici que l'épargne salariale a une excellente efficacité sociale et fiscale avec ce forfait social à 0%, puisque les primes coûtent moins cher à l'entreprise et rapportent plus aux salariés que des primes sous forme de salaire. Prenons le cas d'un salarié avec une tranche marginale d'imposition de 30%, des charges salariales de 23%, y compris CSG-CRDS, et des charges patronales de 45%, qui sont somme toute des taux tout à fait corrects et moyens. Le graphique à l'écran illustre de façon claire qu'une prime d'intéressement, ou de participation d'ailleurs, est beaucoup plus efficace qu'une prime sous forme de salaire. Ainsi, pour 1 000 € dépensés par l'entreprise, le dirigeant et ses salariés touchent, dans notre exemple, 384 € net en salaire, c'est la première colonne à gauche, et contre 903 € sur la dernière colonne à droite, avec un forfait social à 0% si la prime d'intéressement est investie dans un plan d'épargne ou un PERCO, avec ce fameux forfait social à 0%. L'épargne salariale est donc un extraordinaire moyen de donner plus en dépensant moins. Bien évidemment, de façon logique, si la TMI du bénéficiaire est plus élevée, alors l'écart est encore plus important. La mise en place d'un accord d'intéressement a un effet bénéfique, car c'est un dispositif qui va permettre d'améliorer la performance de l'entreprise autour de critères communs qu'on va définir dans l'accord, y compris dans les moments difficiles de l'entreprise. Ça permet également de fidéliser et de motiver les salariés, de distribuer des rémunérations complémentaires, comme on l'a vu sur le slide précédent, avec plus d'efficacité, 90% d'efficacité grâce au forfait social à 0. Mais également de réaliser une optimisation patrimoniale dans la TPE familiale. Ces primes d'intéressement peuvent permettre d'augmenter la rémunération du dirigeant et de son conjoint. Cet accord va pouvoir récompenser tous les acteurs ayant contribué à l'atteinte de ces objectifs. Que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel, des CDI, des CDD, et bien sûr les chefs d'entreprise, quel que soit leur statut, ainsi que les conjoints collaborateurs. Alors un point très important, l'intéressement est une récompense pour tous. Tous les salariés présents sur l'exercice de calcul, dès lors qu'ils ont atteint la condition d'ancienneté au maximum de 3 mois, sont bénéficiaires de la prime, même lorsqu'ils sont absents lors du versement, puisque cette prime est versée de l'année suivante, nous allons le voir plus tard, et même lorsqu'ils ont quitté l'entreprise. Donc ce sont des éléments très importants dans l'esprit du dirigeant qui doit avoir un esprit très collectif vis-à-vis de cet accord d'intéressement, vis-à-vis de ses bénéficiaires. Un point aussi important, on ne peut pas considérer la prime d'intéressement comme une récompense individuelle puisque ce caractère collectif va forcément répartir une prime vers l'ensemble des individus dans l'entreprise. Et dernier point aussi très important, il faut vérifier la politique de prime de l'entreprise puisque l'entreprise n'a pas le droit de substituer un salaire existant, une rémunération existante, par des primes sans charge sous forme de primes d'intéressement. Alors, la mise en place de l'accord d'intéressement, il va falloir bien sûr déterminer les objectifs. L'objectif défini, bien sûr, doit respecter plusieurs choses. Pour définir un ou plusieurs objectifs, l'accord doit tenir compte de la réalité économique de l'entreprise pour garantir, bien sûr, cette efficacité. En effet, un objectif trop ambitieux
peut entraîner une démotivation des salariés en plaçant la barre trop haute ou si l'accord ne se déclenche pas. A contrario, un objectif trop facilement atteignable peut dévaloriser ces primes d'intéressement. Donc, la fixation de cet objectif ou de ces objectifs doit également respecter le principe d'aléa. C'est-à-dire que quand l'entreprise ne peut pas connaître à l'avance si les objectifs fixés seront atteints ou non. Donc, le versement de la prime d'intéressement ne peut être garanti à l'avance. Il doit rester incertain. Il y a deux grandes catégories d'objectifs, comme vous pouvez le découvrir. Ceux liés au compte de l'entreprise, donc reposant sur des indicateurs comptables, qui sont d'ailleurs le plus souvent utilisés car faciles à mettre en place et à vérifier. Mais il y a aussi ceux liés au métier de l'entreprise et donc reposant sur des indicateurs opérationnels visant à améliorer des points précis de productivité. Vous avez quelques exemples ici qui vous montrent la grande créativité possible de l'intéressement. Dans tous les cas, ces critères doivent être mesurables, identifiables et contrôlables. Il faut donc des outils de suivi pertinents tels que des tableaux de bord, l'IAS fiscal, compte d'exploitation, outils informatiques, afin que l'atteinte ou non des objectifs ne puisse pas entraîner de contestation. Alors, une fois que ces objectifs sont fixés, bien sûr, la deuxième étape qui est importante également, donc dans la mise en place de l'accord, va être de définir le montant à distribuer. Donc, vous avez deux plafonds légaux qui vont définir les montants à distribuer. Vous avez un premier plafond qui est un plafond collectif. Donc, ce plafond collectif ne doit pas dépasser 20% de la masse salariale de l'entreprise. Et puis, vous avez un plafond individuel. Chaque bénéficiaire ne peut pas percevoir plus de 50% du PSS, soit environ, soit un peu plus de 20 000 € cette année. Mais la loi Pacte a décidé d'augmenter ce plafond individuel pour l'indexer avec le plafond de la participation. Donc, le plafond individuel de l'intéressement aujourd'hui est à 75% du PSS. Donc, on est à plus de 30 000 € pour 2019. Ces plafonds, bien sûr, sont à respecter, mais on a également la possibilité, dans l'accord d'intéressement, de choisir des plafonds différents. En dehors de ces plafonds légaux, nous pouvons proposer de choisir un montant fixe, par exemple 10 000 €, peu importe l'effectif de l'entreprise, j'ai une enveloppe de 10 000 € à distribuer. Ou alors un montant aléatoire qui peut reposer par exemple sur le résultat de l'entreprise. Je peux définir dans mon accord d'intéressement une prime globale à distribuer à hauteur de 5% de mon résultat. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, une fois qu'on a déterminé le montant global à répartir, on va bien sûr envisager la répartition individuelle. Et oui, puisque le budget global de l'enveloppe définie par le chef d'entreprise doit ensuite voir se préciser un mode de partage de cette prime globale entre tous les bénéficiaires, car n'oublions pas que l'accord d'intéressement reste un accord complètement collectif. Le Code du travail, lui, définit 3 modes de répartition, et donc le partage peut être soit proportionnel à la rémunération de chaque bénéficiaire dans l'entreprise. Attention, dans ce cas, la prime du dirigeant va être plafonnée à celle du salarié ayant la plus forte rémunération. C'est un accord qui ne permet pas de favoriser le dirigeant sur la distribution de primes. Deuxième mode de répartition, ça peut être proportionnel au temps de présence, ce qui permet de différencier les collaborateurs à temps plein par rapport à ceux à temps partiel, par exemple. Troisième possibilité, une répartition uniforme. Mais là, attention, ce choix aboutit à une répartition complètement égalitaire entre tous les bénéficiaires, quel que soit leur temps de présence ou leur rémunération. Bien entendu, une combinaison entre ces modes de partage est toujours possible. Alors, l'accord d'intéressement est mis en place pour une durée de 3 exercices. Il y a un engagement du chef d'entreprise de couvrir 3 exercices. Au terme de cette période, il pourra être renouvelé ou pas. En revanche, on a la possibilité de prévoir un renouvellement automatique. Alors, il n'est possible qu'une seule fois, c'est-à-dire que l'accord va couvrir 6 exercices au maximum. Le respect du principe d'aléa de l'accord doit toujours être mis en place dans la première moitié du premier exercice d'application. Donc, par exemple, pour toutes les entreprises qui clôturent au 31/12, c'est bien avant le 30 juin que cet accord doit être signé.
Et comment est-ce que cet accord est signé? Eh bien, l'accord d'intéressement, lui, fait toujours l'objet d'une négociation entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants élus. Évidemment, dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de représentants élus, la négociation s'effectue par référendum aux 2/3 des salariés, qui se matérialise souvent d'ailleurs par une feuille d'émargement qui sera jointe à l'accord d'intéressement. Il est donc impossible d'avoir une mise en place unilatérale d'un accord d'intéressement. Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales décrites précédemment, l'accord doit être impérativement déposé auprès de la Direction régionale du travail. C'est la dernière étape de la mise en place d'un accord. La date limite de dépôt est fixée 15 jours après la date limite de signature. Donc, dans le cas d'une entreprise qui a conclu son accord d'intéressement avant le 30 juin, l'accord doit être déposé avant le 15 juillet auprès de la Directe. Nathalie, une fois l'accord mis en place pour une durée de 3 ans, est-il possible de modifier celui-ci? Alors oui, bien sûr, hein, c'est un engagement sur 3 ans, mais on a tout à fait la possibilité de modifier son accord en cours d'exercice. Donc tous les ans, on peut prévoir un avenant pour revoir les règles du jeu ou modifier certaines choses dans cet accord. Donc, en revanche, il va falloir respecter, cet avenant doit respecter les mêmes conditions et délais que l'accord initial et la mise en place initiale, à savoir que mon avenant, je dois le conclure dans la première moitié de mon exercice et le déposer, bien sûr, à la Directe. Il est également pour faire d'autres possibilités pour faire vivre cet accord. Il existe une disposition qui permet de distribuer plus d'intéressement que ce qui est prévu dans l'accord. C'est une disposition méconnue, mais pourtant qui offre beaucoup de souplesse à l'entreprise. En effet, le supplément d'intéressement est possible à partir du moment où l'accord se déclenche. Ça, c'est le premier impératif à respecter. Il faut que mon accord se déclenche, mais le chef d'entreprise peut décider, et cette fois-ci de manière unilatérale, donc sans ratification des salariés, de distribuer un intéressement supplémentaire, sans aucune démarche supplémentaire, bien entendu, tout en respectant les plafonds légaux. Alors, ce supplément va bénéficier des mêmes exonérations fiscales et sociales que les primes d'intéressement. C'est un dispositif qui est souple et efficient chaque fois que l'entreprise souhaite faire profiter à ses salariés d'une situation exceptionnelle. Ça va rassurer le chef d'entreprise qui ne va pas créer des conditions d'un acquis permanent. Et puis surtout, ça peut permettre à un chef d'entreprise de mettre un accord initial prudent avec une enveloppe assez faible qui pourra être réajustée une fois que l'exercice est clos en fonction de son résultat. Alors, une fois qu'on a pu vérifier que le ou les objectifs ont été atteints, l'année suivante, l'intéressement doit être payé avant le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice. Donc, par exemple, une entreprise qui clôture au 31/12 doit verser cette prime avant le 30 mai, sinon elle est soumise à des intérêts de retard. Une fois informé par un bulletin d'options individuelles, chaque bénéficiaire a 15 jours pour faire part de son choix à l'entreprise. 2 options s'offrent à lui. Percevoir immédiatement sa prime, dans ce cas, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu, ou bien épargner sa prime sur un plan d'épargne d'entreprise. Elle sera donc indisponible en fonction du type de plan, 5 ans pour le plan d'épargne ou bloquée jusqu'à la retraite pour le PERCO. Mais en contrepartie, la prime sera exonérée d'impôt sur le revenu. Attention, par défaut, c'est-à-dire en cas d'absence de réponse d'un bénéficiaire dans les 15 jours, la prime sera versée dans le plan d'épargne et donc indisponible. Alors, nous allons aborder maintenant un cas un peu plus concret, justement, pour mettre des chiffres face à tous ces textes. Donc, nous avons retenu une structure de moins de 10 salariés donc, qui souhaite verser une prime à l'ensemble de ses collaborateurs. Le chef d'entreprise, donc cette entreprise a 8 salariés et le chef d'entreprise souhaite verser une prime équivalente à 1 mois de salaire. Donc, le résultat est au rendez-vous puisqu'il y a 65 000 € de résultat, une masse salariale donc de 200 000 €. L'entreprise est en bonne santé, et dégage du résultat donc, et paye de l'impôt société.
Donc, pour répondre à ce souhait de verser une prime équivalente à un mois de salaire, nous allons lui proposer la mise en place d'un accord d'intéressement. Donc, comme on l'a vu précédemment, 3 étapes sont nécessaires pour la mise en place. Définir les objectifs à atteindre, calculer ou définir également le montant de l'enveloppe à distribuer et choisir son mode de répartition individuel. La première étape d'un accord d'intéressement, sans doute la plus longue à mettre en place, car elle demande un peu de réflexion auprès du dirigeant, c'est celle qui va consister à fixer un objectif cohérent, ou des objectifs d'ailleurs, cohérents avec le résultat de l'entreprise, sa capacité de trésorerie, tout en respectant le caractère aléatoire. Le plus simple, c'est toujours d'utiliser un indicateur comptable, tel notamment que le résultat courant avant impôt. Pour respecter le caractère aléatoire de l'intéressement, 2 solutions sont possibles pour choisir un objectif lié au résultat. Soit un objectif en montant, et de ce cas, il est conseillé d'être au-dessus de la moyenne des 3 derniers résultats. C'est une forme de progression. Donc, avec un exemple de celui qu'on vient de voir à 65 000 € de résultat, on aura un objectif au-dessus à atteindre. Ou, deuxième cas, possibilité directement de mettre un objectif de progression du résultat en pourcentage. C'est d'ailleurs cette dernière solution qui a été retenue pour permettre de faire évoluer le résultat d'une année sur l'autre. La deuxième étape, bien sûr, va être de déterminer le montant global, l'enveloppe globale à distribuer. Compte tenu que le chef d'entreprise souhaite distribuer une prime correspondant à un mois de salaire, il va falloir tout simplement prendre la masse salariale globale, la diviser par 12, ce qui va donner en général entre 7 et 8% de la masse salariale brute annuelle, donc à distribuer. Et le mode de répartition, eh bien, il est tout trouvé puisque le dirigeant souhaitant distribuer cette prime équivalente à peu près un mois de salaire, nous allons être dans l'obligation de mettre en place une répartition au prorata de la rémunération pour respecter la volonté du dirigeant de distribuer l'équivalent d'un mois de salaire. Comme vous avez pu le constater, l'accord d'intéressement est un dispositif très souple, facile à mettre en place et permettant de répondre à des motivations diverses et variées selon les entreprises. L'efficacité sociale et fiscale des sommes ainsi distribuées en fait un dispositif incontournable pour l'entreprise, quelles que soient les entreprises et surtout partout où ça peut être envisagé. La loi Pacte vient d'être votée avec des dispositions très satisfaisantes pour le développement du partage du profit dans toutes les entreprises. Bien sûr, des ordonnances viendront préciser prochainement le cadre d'application de toutes ces mesures. N'oubliez pas de suivre les avancées de la loi Pacte au travers de nos posts mis à jour très quotidiennement sur le blog partageduprofit.com. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, nous avons déjà traité les quelques questions qui sont remontées tout au long de ce webinaire. Hop, je vais récupérer ici la feuille. Alors, tout d'abord, Hervé, est-ce que l'accord d'intéressement est obligatoire dans les entreprises? Non, l'accord d'intéressement est un mécanisme complètement facultatif, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le seul mécanisme obligatoire dans les entreprises en épargne salariale aujourd'hui reste l'accord de participation lorsque celle-ci dépasse l'effectif de 50 salariés. Effectivement. Peut-on choisir de verser la prime d'intéressement sur un PE qui n'est pas celui proposé par l'entreprise qui verse l'intéressement? Oula, non. Lorsqu'on perçoit sa prime d'intéressement, on peut soit la percevoir immédiatement, comme on l'a dit tout à l'heure, soit la verser dans un plan d'épargne d'entreprise, mais c'est bien celui de l'entreprise qui verse la prime qui reçoit cette prime d'intéressement. On ne peut pas verser une prime d'intéressement dans un plan d'épargne d'une autre entreprise lorsqu'on est multi-employeur. D'accord. Et je ne peux pas utiliser la prime d'intéressement de mon conjoint pour venir alimenter mon PE ou mon perco. Non plus. C'est complètement individuel dans l'entreprise. Je ne peux pas verser de prime d'intéressement de mon conjoint dans mon plan d'épargne d'entreprise, à moins que celui-ci soit bénéficiaire en étant salarié aussi de la même entreprise. La même entreprise, d'accord. Alors, une SCP, une société civile d'avocats, peut-elle mettre en place un accord d'intéressement? Alors oui, tout type d'entreprise a la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement, peu importe sa forme juridique.
Voilà. En revanche, il va falloir faire attention puisqu'on ne va pas pouvoir reposer l'accord d'intéressement sur des objectifs, sur des critères comptables. Donc, il va falloir sortir de ces critères comptables et plutôt utiliser des objectifs métiers, donc à déterminer avec ce cabinet d'avocats, par exemple, quels sont les objectifs métiers qui permettront de mesurer la performance ou la productivité de leur activité. Autre question, si la prime prévue dépasse le résultat courant, comment cela se passe? Eh bien, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Si cette prime d'intéressement est supérieure justement au résultat, ne vous inquiétez pas, il y a des garde-fous prévus dans tous les accords d'intéressement pour éviter justement que l'entreprise se retrouve dans une situation financière délicate. Donc, la prime d'intéressement sera soit diminuée, soit complètement supprimée pour éviter ce genre de risque. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Faut-il modifier ou déposer un nouvel accord en cas de transfert de l'épargne salariale chez un nouveau teneur de compte? Là, on a souvent cette question. Non, pas du tout. L'entreprise a le droit de changer de gestionnaire de compte, bien évidemment, ça arrive assez souvent. Et donc, de dire je quitte mon gestionnaire de compte de plan d'épargne entreprise et de PERCO. En revanche, l'accord d'intéressement reste l'accord de l'entreprise qui, lui, va rester dans l'entreprise. On ne transfère pas un accord d'intéressement. Cet accord d'intéressement continuera à distribuer des primes auprès des salariés, mais ceux-ci, en ayant changé de gestionnaire de compte, verseront cette prime dans le nouveau plan d'épargne géré par le nouveau gestionnaire de compte. D'accord. Bon, et pour finir, bien sûr, toutes les autres questions, on vous apportera une réponse via notre blog, mais on a encore une petite question, on a un petit peu de temps. Peut-on utiliser la prime d'intéressement pour débloquer l'abondement? Oui, alors ça, c'est la règle d'abondement qui va décider si en fait le versement de l'intéressement est abondable ou pas. Si cela fait partie des mécanismes de flux qui permettent de déclencher l'abondement. Donc la règle d'abondement va déterminer un taux et un plafond et va surtout déterminer quels sont les versements qui sont abondables. Est-ce que le versement volontaire bénéficie d'abondement? Est-ce que le versement d'intéressement bénéficie ou non d'abondement, etc. D'ailleurs, on peut changer les règles du jeu selon les modalités de changement de règles du jeu, de la règle d'abondement dans le plan d'épargne entreprise. Ce n'est pas l'accord d'intéressement qui va décider si oui ou non la prime est abondable, c'est bien les règles du jeu du plan d'épargne qui vont dire quels sont les flux qui vont permettre de déclencher l'abondement. Parfait. Bien, merci d'avoir participé. Vous étiez plusieurs centaines. Donc, merci d'avoir participé. Mais ne nous quittez pas trop vite. Il vous reste à répondre à 2-3 questions de satisfaction juste après ce webinaire. Merci à tous. Merci Nathalie.